Ok. Bonjour et bienvenue dans cette discussion consacrée à la microfinance post-Covid-19, un dialogue entre ADA et ses partenaires afin de mieux comprendre l'impact du Covid-19 sur les institutions de microfinance et IMF, encore appelé système financier décentralisé. Pour en parler avec moi autour de ce webinaire, Laura Fouchi, vous êtes directrice exécutive ADA Luxembourg. Bonjour. Bonjour. Également, en notre compagnie, Christian Baron, vous êtes le directeur des opérations ADA Luxembourg. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes également très nombreux à nous suivre et à réagir grâce à ce webinaire, mais avant de prendre connaissance de vos réactions, ma première question s'adresse à Laura. Laura, pourquoi organiser ce midi de la microfinance et quel est l'objectif visé? On le rappelle, c'est la 49e édition, mais la toute première en ligne. Quelle est la particularité de cette édition? Oui, merci Paul. Il faut dire en fait que le Midi de la microfinance, c'est un événement qu'on organise à peu près tous les 3 mois depuis très longtemps. C'est la 49e édition. Ici au Luxembourg. Et l'objectif principal de cet événement, c'est celui de donner des informations et démontrer les tendances principales dans les contextes de la finance inclusive à un public plutôt luxembourgeois. Donc, c'est en présentiel et c'est en partenariat avec des entités luxembourgeoises. Dès le début de la crise, nous nous sommes sentis obligés à devoir revoir nos projets, nos priorités, comme vous tous, j'imagine. Et en particulier, ce type d'événement n'était plus possible parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer des centaines de personnes dans le même endroit, physiquement. Et donc, ça nous a obligés à réfléchir de manière différente, de changer de format. Et c'est pour ça qu'on a structuré un format digital plutôt. Et on a aussi revu les concepts en s'adaptant aux priorités du moment. Et donc, les priorités n'étant plus celles de pouvoir impliquer le public luxembourgeois seulement, mais c'était surtout celle de pouvoir communiquer avec nos partenaires du terrain, avec les associations, les institutions de microfinance, les acteurs sur le terrain, pour pouvoir avoir des informations et construire avec eux les nouveaux projets et les nouvelles stratégies des ADA. Donc, on a un peu transformé un problème en une opportunité. Et donc, voilà ce nouveau format du Midi qui veut être vraiment un dialogue avec les acteurs du terrain, et en particulier pour cette fois-ci l'Afrique. Et avec l'objectif vraiment de pouvoir comprendre mieux la situation actuelle et pouvoir aussi nous permettre de comprendre comment avancer et construire ensemble l'avenir. Une situation actuelle très compliquée, car le monde traverse cette crise sanitaire du coronavirus. Alors, Christian, l'économie mondiale, je le disais tantôt, vient d'être touchée par la crise sanitaire du Covid-19. Qu'en est-il des institutions de microfinance et quelle est la situation? Quel état des lieux pouvez-vous faire aujourd'hui? Merci pour votre question. Je dirais que le premier élément, c'est peut-être le premier constat que l'on fait, c'est que la situation reste variable selon les régions dans le monde et selon les pays à l'intérieur d'une même région. Peut-être malgré tout quelques éléments que l'on retrouve de manière assez systématique. Et le premier que je citerai, c'est que l'on a pu constater une très vive réactivité des institutions de microfinance qui, dès les premiers jours, et on a été en contact avec elles pour essayer de percevoir leurs besoins dès le démarrage de la crise, ont su mettre en œuvre des réponses, par exemple en définissant des plans de continuité des affaires, en négociant des moratoires ou des rééchelonnements de crédits avec leurs clients. Parfois, il faut reconnaître que c'était aussi imposé par les autorités de tutelle.
en développant tout un ensemble de mesures de précaution sanitaire, et on les a aussi appuyées parfois en ce sens, en recherchant également à adapter leur organisation, en recourant chaque fois que c'est possible à des solutions digitales peut-être de manière un peu plus importante que ça pouvait être le cas auparavant. Donc peut-être premier constat, réactivité qui montre la capacité des institutions de microfinance et de leurs équipes à s'adapter à des difficultés nouvelles. Ensuite, les autres éléments de constat que l'on peut faire à ce stade, c'est peut-être que, contrairement à ce que tout le monde pouvait imaginer initialement, c'est que le problème de liquidité, dont on pensait tous qu'il allait surgir très très rapidement, ne s'est pas encore concrétisé, en tout cas probablement pas avec l'ampleur que l'on pouvait imaginer. L'une des explications, et ça c'est l'un des résultats notamment d'une étude aussi du SIGAP, c'est qu'il y a eu pas mal de mesures de rééchelonnement de crédit qui font que mécaniquement la question du portefeuille, de la dégradation du portefeuille n'apparaît pas directement à travers les chiffres. Ceci étant, on sent une grande inquiétude de la part de la plupart de nos partenaires et de ceux qui sont interviewés, parce que la question de la réaction à la situation a aussi entraîné une diminution souvent importante des décaissements de crédit, a entraîné malgré tout également des premiers signes de dégradation du portefeuille. Et donc, ces deux aspects combinés pourraient amener à terme des problèmes de rentabilité, des problèmes de liquidité également, et qui risquent de finir par créer des situations difficiles auprès de nos partenaires. Peut-être le dernier enjeu, mais j'imagine que Laura pourra éventuellement compléter sur ces premiers constats, c'est également l'importance que tous les acteurs avec lesquels on travaille ont accordé au maintien de la relation avec leurs clients. Et ça, c'est effectivement quelque chose auquel on est très sensible et qu'on juge comme un élément déterminant pour la suite, c'est la capacité que nous aurons tous à rester à l'écoute et à la compréhension de la situation des clients, leur situation économique et sociale, pour pouvoir prendre les mesures ensuite les plus adaptées. Alors, vous êtes très nombreux à nous suivre partout sur le continent africain. Le process de participation est très simple. En bas de votre écran, vous cliquez sur « Converser » et faites en sorte de bien choisir, chers téléspectateurs, conférenciers et participants. Alors, Laura, une question qui nous vient du Burkina Faso, c'est une question posée par Martine Kouassi. Elle veut savoir comment la coordination se fait entre les ONG et les bailleurs de fonds pour faire face à la crise du Covid-19. Oui, la coordination a été un peu le mot-clé pendant le début de la crise et pendant toutes les derniers mois et semaines. Des mots-clés parce qu'on est convaincu déjà que les secteurs de la microfinance, de la finance inclusive, c'est vraiment une chaîne de valeurs dont chaque maillot doit être lié et coordonné l'un à l'autre pour que les interventions et toutes les actions qu'on entame soient vraiment efficaces. Nous, on a vraiment joué un rôle de coordinateur ou des participants à certaines initiatives coordonnées par d'autres acteurs, mais la coordination a été fondamentale à tous les niveaux. J'ai peu évoqué, parmi d'autres exemples, le fait que les investisseurs ont tout de suite rédigé et signé un memorandum of understanding, que c'est vraiment celui qui est disponible sur, je pense qu'on va donner toutes les informations sur la chatbox au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un memorandum of understanding qui permet aux investisseurs en microfinance, les fameux MIBs, les Microfinance Investment Bankers, de pouvoir se coordonner par rapport aux différentes restructurations des prêts vis-à-vis des IMF, leur intervention, quel type de critères utilisés dans cette restructuration.
Et parallèlement, aussi coordonné par la Fondation Grameen Crédit Agricole, il y a eu la rédaction et la signature d'un pledge qu'aujourd'hui est signé par 26 organisations, parmi les plus importantes du secteur au niveau global. Ce sont toutes des initiatives au niveau global, évidemment, ne touchent pas seulement les continents africains. Mais cette coordination d'investisseurs permet vraiment de pouvoir soutenir les institutions en difficulté et pouvoir sélectionner celles qui sont les plus performantes aujourd'hui et résilientes, surtout pour se maintenir dans cette situation. ADA a pu coordonner aussi les activités concernant l'assistance technique et en particulier les subventions qu'on a tout de suite mis en place pour résoudre cette première difficulté dans laquelle les institutions de microfinance et nos partenaires se retrouvaient, avec l'utilisation d'un budget assez conséquent qui nous a permis de vraiment couvrir, comme disait Christian aussi tout à l'heure, toute une série de dépenses extraordinaires et faire de façon que les activités, les opérations des institutions pouvaient continuer. Ce n'est pas seulement ADA qui a pu mettre en place ce type de facilité, mais d'autres organisations comme par exemple la SPTF ou par exemple d'autres investisseurs comme Ecocrédit ou d'autres. Et donc, nous, on se coordonne de manière à pouvoir vraiment être le plus efficace, efficient possible et surtout dans une situation dans laquelle les ressources disponibles sont limitées. Vous avez plus ou moins répondu, mais je vous pose quand même la question, est-ce que cette crise sanitaire va entraîner un retard dans les remboursements et comment rattraper ce retard, Christian? Comme je le disais, les premiers éléments de constat que l'on a pu recueillir, c'est qu'il commence à y avoir un début de dégradation du portefeuille, ce que l'on peut comprendre dans la mesure où les activités économiques des clients des institutions de microfinance ont subi le contre-choc de la crise. Malgré tout, il y a eu beaucoup de mesures de rééchelonnement qui ont été prises, soit à l'initiative des institutions de microfinance, soit parce qu'elles étaient imposées par le régulateur. Donc, pour l'instant, je dirais, l'impression que nous avons, c'est que cela reste sous contrôle. Il est très difficile de faire des prévisions et je dirais que l'un aussi des enseignements de ces dernières semaines et de ces derniers mois, c'est justement de devoir rester le plus à l'écoute et de la façon la plus permanente possible à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir adapter les réactions. Et donc, concernant le portefeuille, pour l'instant, je dirais, c'est sous contrôle. Nous avons, parmi les différentes initiatives auxquelles nous participons, nous faisons partie d'une initiative qui vise à faire une enquête en plusieurs vagues auprès des clients de différentes institutions de microfinance en Afrique, pour ce qui nous concerne, mais avec des partenaires qui mèneront la même activité sur des institutions de microfinance dans d'autres parties du monde, pour essayer, nous aussi, d'être le plus capable de comprendre la façon dont les ménages, dont les clients, les micro-entrepreneurs, les petits agriculteurs qui sont financés par les institutions de microfinance font face à cette situation de crise. Est-ce qu'ils décapitalisent? Est-ce qu'ils recourent à leur épargne? Est-ce qu'il y a des mesures aussi des gouvernements qui sont prises pour les aider à dépasser cette période extrêmement difficile? Tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre pour pouvoir, de notre côté, aider nos partenaires, donc principalement les institutions de microfinance, à réagir de la façon la plus adaptée possible. Alors, on aura une question de Gagnon. Il veut savoir quel travail ADA va faire, compte-t-il faire avec ses dirigeants d'IMF pour faire face à la crise du coronavirus? Oui. C'est tout l'enjeu des prochains mois. On va sûrement maintenir des projets qui ont commencé au moment de la crise. On l'a déjà évoqué, notre programme de réponse COVID-19 était basé initialement pour couvrir toute une série de dépenses extraordinaires, faire face à vraiment les dépenses d'urgence, mais pas seulement.
il y a aussi toute une série d'appuis et d'assistance technique qui est vouée à pouvoir aider les institutions de microfinance à continuer leurs activités et éventuellement aussi à les améliorer. Dans nos dernières enquêtes qu'on a fait auprès de nos partenaires et des partenaires de la Fondation Grameen Crédit Agricole et du Fonds d'investissement Impulse, nous avons pu constater qu'il y a un intérêt significatif pour pouvoir investir encore plus dans les secteurs agricoles, comme Christian déjà l'avait évoqué, pour pouvoir s'orienter vers mettre à disposition des clients des produits d'épargne, quand ce n'était pas par exemple le cas. Il y a une écoute des clients très très fort et nous, on compte vraiment partir de cette écoute pour comprendre comment appuyer de manière consistante et pertinente nos partenaires. Alors, une autre question, Laura, qui nous vient de Bobo Djilasso, c'est Cissé Traoré qui la pose. Y aura-t-il une révision pour la gestion des risques au niveau des microfinances? Alors, je commence la réponse, peut-être que Christian va la continuer. Je pense qu'au niveau général, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un effort de classification de ratio de risque de la part, au moins, je parle de la part des investisseurs. Comment les investisseurs privés identifient le risque de manière sûrement un peu plus élastique, un peu plus flexible des mois précédents de la crise. Donc, il y a sûrement une vision différente. Comment et si elle deviendra pérenne, ça, je ne peux pas le dire. Et je ne peux pas dire non plus quel type de dispositifs vont être adoptés de la part de banques centrales, de gouvernements, des différents ministères. Le constat qu'on a aujourd'hui, si je peux prendre encore quelques minutes, c'est vraiment qu'on a des situations différentes pays par pays et aussi au niveau régional. Donc, ce que peut-être on devrait comme industrie, comme secteur, relancer, c'est une coordination aussi au niveau des gouvernements, au niveau d'entités de supervision, au niveau des banques centrales, de manière à pouvoir appliquer des dispositifs ou des nouveaux ratios qui soient cohérents et standardisés dans les secteurs. Donc, une réponse au cas, par pays. Peut-être un mot pour compléter la réponse, Christian? Oui, peut-être un mot pour compléter. Le programme de réponse qui a déjà été évoqué a permis de lancer des appuis à plus d'une vingtaine d'institutions de microfinance en Afrique. Et la plupart des assistances techniques qui sont mises en place vont être fournies par des experts en gestion des risques. Et l'une des choses à laquelle on va être attentif, c'est le résultat de ces travaux d'assistance technique, notamment sur ces questions de capacité de gestion des risques et de mesure de gestion des risques que les institutions de microfinance vont mettre en place. Ensuite, en termes d'analyse, je dirais que oui, probablement, il va y avoir des ajustements qui vont devoir être envisagés en prenant en compte les différents niveaux. J'imagine que selon les pays, les réactions, les mesures qui vont être prises par les gouvernements vont être différentes et vont être plus ou moins favorables à la résilience des clients des institutions de microfinance, et donc ça aura bien évidemment un impact sur les institutions de microfinance. Donc les mesures au niveau macroéconomique pourront avoir leur rôle. L'autre question, c'est effectivement les secteurs d'activité, les différents secteurs d'activité qui sont financés par les institutions de microfinance et qui pourraient réagir de façon différente à la crise. On a un peu pour première hypothèse que, et c'est une tendance qui semble assez générale, que le secteur de la production agricole et peut-être des chaînes de valeur, mais en tout cas de la production agricole, serait regardé avec une attention peut-être nouvelle de la part des institutions de microfinance et vu paradoxalement comme un secteur présentant moins de risques que la façon dont il était considéré par le passé. Donc c'est ce type d'évolution qu'il va falloir
qu'il va nous falloir suivre avec attention, et tout ça dans un contexte où il est toujours un petit peu difficile de faire des prévisions parce que ce contexte étant de nature tellement nouvelle, on n'a pas tous les éléments de repère habituels pour faire des prévisions. Gildas Lombozo nous écrit du Bénin. Il pose une question très simple. Ada et ses partenaires sont-ils à l'écoute de ses clients? J'imagine que oui, mais je vais compléter sa question en disant comment dans ce cas-là? Nous, on a déjà, oui, on travaille avec des intermédiaires. C'est très rare que nous, on puisse arriver directement aux clients finaux des institutions de microfinance. Mais cette fois-ci aussi, on privilège dans toutes nos actions ce qu'on disait tout à l'heure, la centricité du client. Et donc, le fait qu'il y ait une forte attention aux clients et à ses besoins de la part des institutions. Mais en particulier, on a adhéré à un projet aujourd'hui qui vise à un peu standardiser les enquêtes clients pour comprendre la situation dans laquelle aujourd'hui ils vivent. Et c'est un projet de collecte des données à travers plusieurs vagues d'enquêtes auprès des échantillons des clients qu'on a commencé avec 3 institutions aujourd'hui. On espère pouvoir l'étaler encore un peu plus, en partenariat avec d'autres organisations, notamment la SPTF, qui coordonne un peu ces projets de collecte des données, et aussi FINCA et d'autres organisations similaires à DA. Ça, c'est notre façon vraiment de pouvoir déjà directement collecter des informations qui sont primordiales pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des clients finaux. Morta Yakoul nous écrit du Mali. Il dit comment s'adapter aux différents besoins des IMF. Toutes ne sont pas touchées de la même façon. Les impacts ne sont pas les mêmes au Mali qu'au Burkina Faso. Peut-être je commence, tout à fait. Ça, c'est le premier constat de cette crise, que c'est une crise globale, planétaire, mais qui frappe de manière très différente les différents pays du monde. Nous, on a eu la possibilité de pouvoir connecter déjà une première vague d'informations de la part des institutions de microfinance, nos partenaires, et pas seulement à nous, mais aussi comme je disais, Fondation Grameen, Crédit Agricole, Impulse. Donc, c'était une enquête globale. Mais ce qu'on remarque, c'est vraiment qu'il y a des conséquences, un impact très différent. Et je pense que la réponse, c'est dans cette différence. On ne pourra pas uniformiser, on ne pourra pas donner une réponse unique. Il y a dans notre première réponse à notre programme des guidelines qui étaient valables pour tout le monde parce qu'elles étaient liées à l'urgence du moment, qui était un peu similaire, sur laquelle on pouvait entamer des actions assez similaires, mais sûrement il y aura des niveaux et des décrets d'intervention qui doivent être différenciés par rapport à la gravité de la situation dans laquelle chaque institution se trouve. Ce qui c'était frappant, c'était aussi le fait qu'à l'intérieur du même pays, on n'a pas retrouvé les mêmes situations de difficultés pour des organisations qu'on s'attendait ayant la même structure, la même taille, les mêmes caractéristiques, avoir le même impact. Donc, je pense qu'il va y avoir une situation dans laquelle les plus faibles, c'est qui sont moins structurés, qui présentent plus d'effets de faiblesse, qui ont une gouvernance qui n'est pas capable de réagir rapidement et qui n'ont pas une gouvernance solide, elles vont avoir plus de problèmes. Et donc, nous, on adaptera au fur et à mesure de la situation. Et si je peux Christian, peut-être un ou deux mots pour compléter. Je dirais que de la même façon qu'on a pu constater que les institutions de microfinance avaient jusqu'à maintenant fait preuve de flexibilité, de réactivité face à cette situation de crise, je pense que nous, ADA, on va devoir également continuer à faire preuve de flexibilité et de réactivité. Ça va probablement passer dans certains cas par la réévaluation des
de la situation des partenaires avec lesquels on a des programmes en cours. Beaucoup le savent, on a des programmes qui touchent à la finance rurale, qui touchent à la finance digitale, qui touchent au financement des jeunes entrepreneurs, qui touchent à la gouvernance des institutions de microfinance, qui touchent au renforcement de capacités de manière générale. Ces programmes thématiques, on va devoir probablement les revoir et les adapter à la réévaluation que l'on va faire des besoins de chacun des partenaires avec lesquels on travaille. Et je crois que nous, notre avantage, je dirais chez ADA, c'est de bénéficier du soutien du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui, jusqu'à maintenant, nous a appuyés à pouvoir être le plus réactif, ce qui nous a permis justement de réallouer 1 million d'euros au programme de réponse. Donc, être capable de refaire des analyses des nouveaux besoins de chacune des institutions microfinance partenaires avec lesquelles on travaille, concevoir ou ajuster les programmes que l'on n'avait plus déployés jusqu'à maintenant pour qu'ils soient mieux adaptés aux besoins des institutions et de leurs clients, ça va être ce qui va nous conduire, ce qui va conduire nos activités dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est ce qui aussi justifie cet échange et notre intérêt pour les questions que les participants font remonter du terrain. Vous êtes déjà près de 500 à participer à cette discussion. Je vous rappelle le process de connexion. En bas de votre petit écran à droite, vous cliquez sur « Converser » et vous choisissez tous les conférenciers et tous les participants. Une question qui nous vient de RDC, c'est la République démocratique du Congo. Hubert Kautuli pose la question de joindre systématiquement l'assurance au prêt. Laura. Oui. Ça nous permet de rebondir sur les constats qu'on a eus par rapport à notre première enquête. Parmi les différents produits, la question était quel type d'action vous avez intention d'entreprendre dans les prochains mois pour faire face à la crise. Donc, il y avait plusieurs réponses possibles, dont microassurance santé, microassurance agricole, différents types de microassurance, et tous les produits d'assurance ont été listés en dernier. Donc, la priorité, c'est investir dans des produits agricoles, donc soutenir les secteurs agricoles existants ou à développer encore. Les digitales, c'était le deuxième, mais vraiment l'assurance était quelque chose de moins intéressant. On s'interrogeait et on continue de s'interroger. Ce serait très intéressant si dans vos remarques sur la chatbox, vous pouvez confirmer cette tendance de nos partenaires. On parle de plus de 150 partenaires qui ont répondu au niveau global, mais là, c'était la tendance uniforme dans tous les pays, dans tous les continents. Et on s'est peut-être posé, on s'interrogeait sur la motivation de cette réponse. Nous, on s'attendait par rapport à nos programmes, par rapport aussi à nos types d'intervention, que c'était quelque chose de très demandé. Et pour l'instant, c'est moins prioritaire que d'autres types de produits. Peut-être parce que dans beaucoup des pays dans lesquels on travaille, l'impact sanitaire du Covid-19 n'a pas été si important comme on l'a pu être dans les passés par rapport à des crises comme l'Ebola ou par rapport à des situations d'urgence qui font qu'une partie des clients est directement affectée par la maladie, chose qui est assez limitée dans les cas du Covid-19. Et donc, on l'a un peu imaginé comme réponse dans ce sens-là, mais on a toujours un point d'interrogation aujourd'hui. Par contre, en général, oui, nous, on pense toujours que ce serait bien d'avoir un produit d'assurance lié au produit de crédit. Alors, beaucoup de questions sur le digital, mais avant de passer au digital, cette réaction qui nous vient du Cameroun, c'est en Afrique centrale. Patrick Denako du Cameroun dit « Le report d'échéance et ou la restructuration sont-ils une bonne solution vu que nous n'avons pas de visibilité sur la fin
de la pandémie et surtout de l'embellie des activités économiques. Les IMF risqueraient-elles d'aller de report en report, d'échéance en échéance? Qui veut répondre, monsieur? Ouais. Je commence. Je trouve que c'était inévitable. Ce report d'échéance, c'était quelque chose d'inévitable si on voulait, si on voulait vraiment maintenir un minimum des services. C'était inévitable à la fois pour les institutions vis-à-vis de leurs clients, pour leur permettre de faire face aux dépenses d'urgence et de survivre. Et c'était nécessaire vis-à-vis des IMF pour pouvoir avoir la liquidité nécessaire pour continuer les opérations. Après, c'est la grande question. On reporte le problème en avant sans avoir aujourd'hui encore une réponse sûre et les informations qui peuvent nous aider à vraiment résoudre la crise. Mais le constat, c'est que c'était évident et la réaction des investisseurs était... Dans l'urgence, il fallait le faire. Dans l'urgence, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Laura pour considérer que c'était inévitable. Probablement parfois, quand ça a été imposé par les autorités de tutelle, il y a peut-être eu un caractère systématique qui n'était peut-être pas le plus approprié et donc qui a pu mener des institutions à rééchelonner des crédits auprès d'emprunteurs alors que le besoin n'était peut-être pas vraiment là. Et donc, je reviens un petit peu pour moi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, l'enjeu, il est dans la capacité que vont avoir les institutions de microfinance à maintenir une relation de qualité avec leurs clients. Être en capacité d'évaluer l'évolution de leurs revenus, de leur patrimoine, de leur capacité de faire face et de leur capacité de remboursement à la fin pour pouvoir définir avec elles des calendriers de remboursement qui soient adaptés, qui ne mettent pas les clients en difficulté, tout en maintenant une rigueur sur la façon de gérer ces crédits auprès de ses clients et en faisant preuve également de discernement vis-à-vis des situations qui pourraient s'avérer être vraiment très, très difficiles. Donc là, c'est un vrai enjeu de pouvoir accompagner dans la durée les institutions de microfinance parce que probablement là, on parlait dans certaines régions de rééchelonnement de 2-3 mois, mais probablement la question va se poser sur des termes plus longs et il va falloir également accompagner et doter les institutions de microfinance à pouvoir gérer ce type de situation dans des proportions que pour la plupart, elles n'ont pas l'habitude de gérer. Donc là, il y a probablement un enjeu de capacité à créer au sein des IMF qui va être important. Est-ce que la solution ne passe pas également par le digital? Quel regard ADA porte sur le digital? C'est des réactions qui nous viennent aussi bien de Côte d'Ivoire que de Tunisie. Les gens veulent savoir le regard que ADA porte désormais sur le digital pour faire face au Covid-19. Alors, je dirais que la crise n'a fait que renforcer ce qui était déjà une priorité chez ADA. On a développé depuis plusieurs années maintenant un programme de renforcement des IMF en matière de définition et de mise en œuvre de leur stratégie digitale. Mais là, on voit, je dirais, de manière encore plus évidente les apports potentiels que ce type de solution-là peut avoir pour gérer des situations de crise. Qu'il s'agisse de la relation avec les clients, j'en ai déjà parlé, ça peut vraiment faciliter à la fois la possibilité de délivrer des messages. On parle beaucoup aussi chez différents acteurs de l'importance qu'on va devoir continuer d'apporter à l'éducation financière des clients. Et clairement, le digital peut être un moyen de répondre à cette exigence de continuer à travailler sur l'éducation financière des clients. La gestion des transactions, bien évidemment, ça reste un élément important, mais même sur la gestion interne de l'institution de microfinance, clairement, le digital peut apporter des choses. Et je dirais que l'impression que l'on a, c'est que la crise joue un rôle peut-être de booster, si besoin était, chez un grand nombre d'institutions de microfinance, d'accélérer les processus de transition digitale. Maintenant, la question, c'est que ce n'est pas si simple que ça
de mettre en place, de définir premièrement et ensuite de mettre en œuvre des stratégies digitales. Le programme que l'on a développé depuis plusieurs années a souvent mis en évidence que l'un des enjeux, l'un des préalables incontournables, c'était des systèmes d'information qui tiennent la route. Donc, on a travaillé déjà avec plusieurs institutions de microfinance sur cet aspect-là. Et peut-être que là, on va pouvoir justement capitaliser d'une certaine manière sur les appuis qu'on a fournis par le passé pour pouvoir accélérer certains programmes de digitalisation et pouvoir faire en sorte que les institutions de microfinance accélèrent ces processus-là. Mais on est, je dirais, oui, convaincu que c'est un des éléments de la réponse qu'il va nous falloir probablement adapter notre programme pour l'utiliser au mieux pour répondre aux besoins des institutions et de leurs clients. Et si je peux ajouter, c'était vraiment dans certaines régions du monde, les digitales a fait une grosse différence dans ce moment de crise pour certaines institutions parce qu'il a permis pas seulement de pouvoir maintenir certaines opérations courantes comme par exemple le remboursement, comme l'octroi de nouveaux prêts à distance, donc le pouvoir éviter d'avoir un contact humain que dans les confinements n'était pas possible, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une sorte d'innovation dans les conceptions de nouveaux services et dans l'utilisation du digital pour, par exemple, envoyer des informations concernant les mesures d'hygiène, des informations concernant les transferts d'argent, concernant les aides venant de l'État. Vraiment, l'utilisation du digital a pu être quelque chose d'encore plus développé de ce qui était l'activité typique de l'offre de services financiers. Ça peut représenter vraiment une valeur ajoutée, mais il y a tous les potentielles contraintes qu'on a vues dans ces dernières années dans certaines régions. Fofana Sekou Kendar nous écrit depuis Conakry, en Guinée. La priorité ne doit-elle pas se situer au niveau des petites institutions qui sont plus durement touchées que les autres? Christian, Laura. Je dirais que c'est une discussion que l'on a avec Laura. Et le premier élément de réponse que l'on apportait à cette question-là était de dire finalement la question de la taille n'est pas nécessairement le critère prioritaire à prendre en compte. Ce qui est essentiel à prendre en compte, en tout cas de notre point de vue, c'est, on va dire, la capacité de résistance des institutions de microfinance, en étant peut-être un peu sévère. On va avoir des moyens limités, que ce soit budgétaires ou humains, et il faut les mettre là où ça a le plus de chances de générer des résultats positifs. Et donc, du coup, que ce soit une grande ou une petite, c'est la question de la qualité de la gestion, de la qualité de la gouvernance, de la qualité des produits qui va être certainement déterminante pour choisir les institutions partenaires avec lesquelles travailler. Et le deuxième critère essentiel que l'on va continuer d'utiliser, c'est dans quelle mesure les partenaires ou le partenaire à appuyer accorde une réelle importance à toucher des clients dans des situations ou dans des régions plus défavorisées, plus reculées, avec des clientèles peut-être plus pauvres. Et c'est ça pour nous ce sont les deux critères qui, je pense, vont être pour nous prédominants. La solidité de l'institution, est-ce qu'il y a des chances de pouvoir passer la crise, et sa capacité vraiment à toucher les clients qui, pour nous, ADA, sont ceux que l'on cherche à toucher en termes d'impact à la fin. Si je peux juste ajouter en termes de constat par rapport à celles qui sont le plus en difficulté aujourd'hui dans notre petit cercle, vous savez que nous, on est parmi vos partenaires, oui. Voilà, parmi nos partenaires, c'est un nombre de 60 IMF aujourd'hui qui sont servis par le fonds d'investissement LMDF. Donc, il n'y a pas une uniformité. Ce n'est pas que les plus petites sont les plus en crise aujourd'hui ou celles d'un pays plus qu'une autre. Il y a vraiment un cas par cas
Le constat, c'est celles qui se trouvent dans des contextes dans lesquels, par exemple, les économies locales dépendent beaucoup des activités frontalières, de commodities qui demandent donc l'exportation, donc des contacts et des commerces avec l'étranger sont les plus affectés évidemment de manière systématique parce que les activités de leurs clients ne peuvent pas continuer. Et donc, ce sont celles qui ont les plus de difficultés aujourd'hui. Mais ça ne dépend pas, en général, ça ne dépend pas de la taille. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Christian. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est que cette crise donne la bonne excuse pour éviter de faire de la finance inclusive. C'est-à-dire, bon, on ne peut plus risquer, on va se remettre sur des institutions plutôt classiques, très attentives au risque. On veut maintenir la mission de base de la finance inclusive, donc celle d'aller vers les personnes qui sont les plus exclues des services financiers, avec des produits qui sont vraiment complets et intégrés avec l'éducation financière, avec en touchant des régions qui ne sont pas nécessairement servies. Et donc, notre effort, ce sera d'éviter qu'il y ait ce qu'on appelle la dérive de la mission de la finance inclusive à cause de cette crise. Beaucoup de réactions. Hein. Une qui nous vient d'Accra, c'est au Ghana. Il dit à propos des investissements dans les PME et les startups. Bon, il n'a pas bien écrit, mais en gros, il demande est-ce que, il dit, la crise économique touche tous les pays, touche aussi bien les bailleurs de fonds. Est-ce que vous avez encore des liquidités pour appuyer les IMF? Est-ce que ne se pose pas un problème de liquidité? Si je comprends bien la question, c'est vis-à-vis des investisseurs et donc des véhicules d'investissement. À propos des investissements dans les PME et les startups, y a-t-il des financements? D'une manière générale, les fonds d'investissement en microfinance ont-elles encore des liquidités? Ok. Pour la deuxième partie, les fonds d'investissement aujourd'hui, hein, il y a seulement un trimestre qui est passé. Donc, on est dans un vrai court terme, hein, si on pense à la possibilité d'avoir un peu un historique dans un fonds d'investissement. Dans ce contexte actuel, on n'a pas un ressenti de fuite des investisseurs. Donc, aujourd'hui, les investisseurs sont là et je pense qu'il y a un intérêt dans cette situation particulière de maintenir les investissements d'impact. Et donc, c'est pour ça que nous, on insiste toujours sur l'impact final qui est notre préoccupation première. Pour ce qui concerne les PME et les startups, si je peux me permettre, c'était déjà un peu difficile avant de trouver les investisseurs qui prennent un risque plus important qu'investir dans la microfinance traditionnelle. Aujourd'hui, on n'a pas des investisseurs qui reculent, des investisseurs qui retirent leur investissement. Je pense que c'est encore un peu tôt, mais la tendance est quand même positive. Il y a les investisseurs d'impact sont là. Louise Etepco nous écrit de Côte d'Ivoire et s'inquiète de l'insolvabilité des petites entreprises. Cela menace l'avenir des IMF prêteuses. Quel rôle pour ADA, Christian? Je crains de me répéter un petit peu. Je pense que le premier niveau d'attention est de pouvoir maintenir un dialogue et une capacité d'analyse de l'évolution de la situation de ces clients dont les activités sont impactées par la crise économique qui dérive de l'épidémie. Donc, de pouvoir mesurer de pouvoir évaluer dans quelle mesure le client se retrouve effectivement dans une solution d'insolvabilité et de pouvoir ensuite construire avec lui le programme, peut-être étalé dans le temps pour que
il puisse réactiver son business, redémarrer et faire rentrer de nouveaux revenus et ensuite pouvoir progressivement construire une capacité de remboursement. Maintenant, je crois qu'hélas, un autre aspect aussi important va être de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des États. Je lisais, je crois que c'est ce matin, un article sur un programme lancé au Bénin de près de 75 milliards de francs CFA, je crois, pour aider le secteur informel, les artisans, les PME, avec différentes mesures. Donc, probablement, la réponse n'est pas seulement dans nos mains, dans les mains de ADA, ni dans les mains des institutions de microfinance, mais elle est aussi dans la main des États. Et là, peut-être, je peux ajouter un élément important qui me semble être sur le rôle potentiel que peuvent jouer les associations professionnelles pour faire émerger un dialogue constructif avec les autorités et les régulateurs du secteur de la finance inclusive et faire en sorte que des mesures positives permettent de limiter le nombre de défauts. Mais ceci étant, c'est clair qu'il va y avoir des défaillances, il va y avoir des situations dans lesquelles les emprunteurs ne pourront pas rembourser leur crédit, soit en totalité, soit en partie. Et là, c'est là où il va falloir mesurer ça et voir l'impact que ça peut avoir sur les institutions de microfinance. La COVID-19 nous impose de nouvelles méthodes de vie et de fonctionnement. Allez-vous revoir vos priorités, Laura? Je pense qu'on a commencé à revoir nos façons d'intervenir de manière massive dès mi-mars, plus ou moins. Je dois avouer, on a la chance qu'on a une très grosse flexibilité qui nous est apportée par notre bailleur principal, qui est le gouvernement luxembourgeois, et avec beaucoup de transparence de notre part, beaucoup de retours du terrain. Je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir vraiment des propositions qui tiennent finalement la route et une écoute de la part de notre bailleur qui est important. On a pour l'instant changé notre façon d'intervenir parce qu'on a dû reconvertir certains projets, réallouer, réaffecter notre budget pour des projets d'urgence, réaffecter des ressources humaines sur des projets d'urgence. Donc, les derniers 3 mois ont été un peu une sorte de pilote pour voir comment et à quelle vitesse on pouvait adapter à la nouvelle situation. Ce midi d'aujourd'hui est aussi une autre façon différente d'organiser les débats, d'organiser des dialogues avec vous et d'organiser nos événements. Sûrement, on va changer la façon d'opérer. On va les faire dans les côtés investissement parce que jusqu'à quand on ne pourra plus voyager, on va pour faire des due diligence, par exemple, sur les terrains, on va demander l'aide des personnes qui sont sur place. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on faisait pas avant, mais qui c'est obligé si on veut continuer à soutenir nos partenaires. Et sûrement, on va, je ne dirais pas changer de priorité, parce que les priorités sont vraiment celles de contribuer à une finance inclusive d'impact, centrée sur les clients. Donc, ce n'est pas la mission de ADA qui va changer, sans sûrement la façon de travailler, la façon d'agir avec les partenaires et quelques projets dans le spécifique et quelques thématiques qui vont devoir s'adapter aux besoins que nos partenaires vont avoir. Peut-être pour compléter, oui. Je pense effectivement que les thématiques sur lesquelles on travaillait déjà ne vont peut-être pas être radicalement modifiées. On a déjà évoqué le financement du secteur agricole et plus largement des chaînes de valeur agricole. On a parlé du digital. Lié à tout ça, derrière, surtout sur la partie agricole, il y a la question
la résilience de l'ensemble des acteurs face au changement climatique. Je pense que ces thématiques-là, elles restent pertinentes et sont peut-être encore plus pertinentes aujourd'hui. Après, c'est comment les mettre en œuvre, comment les contenus de nos projets, de nos programmes doivent s'adapter à cette situation nouvelle qui est créée par l'épidémie. Et donc là, donc nous, comme tous les ans, on va être dans un processus de définition d'un plan d'action pour l'année annuelle, ce que tout le monde a l'habitude de faire. Donc là, définition d'un plan d'action 2021. Ce que l'on a fait en interne, c'est que l'on a créé ce que l'on appelle un Innovation Lab spécifique dédié à produire des suggestions, des propositions pour adapter, ajuster nos interventions à ce nouveau contexte. Et on sait que l'un des éléments déterminants pour pouvoir construire ces réponses sera de continuer le dialogue avec nos partenaires pour bien comprendre ou comprendre le mieux possible la façon dont ils sont confrontés aux problèmes et les besoins auxquels ils souhaitent apporter des réponses et auxquels on pourrait contribuer. Beaucoup de questions, beaucoup de réactions sur le digital. Alors, un mot sur le digital. Est-ce que Ada y va à fond, Laura? Ada, il était déjà à fond et encore plus. Tu ne peux que confirmer, oui. Je confirme. Non, c'est clair. C'est clair que on le voit. Alors, c'est aussi intéressant parce que Ada a la chance d'intervenir en Afrique, mais aussi en Amérique centrale et en Asie du Sud-Est. Et on voit en particulier en Amérique centrale beaucoup de programmes, de projets d'assistance technique court terme que l'on a financés dans le cadre du Response Programme, intégrer des questions de solutions digitales à court terme. Et donc, pour nous, ça pourra être aussi un des éléments peut-être dont on pourra tirer des leçons pour voir comment ajuster, adapter ça à nos partenaires africains avec lesquels on mettait en place notre programme de finances digitales. Mais clairement, le digital, on y va à fond et on considère aussi qu'il faut le considérer en soi, mais il faut le considérer aussi dans le cadre de toutes les activités que l'on mène. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de financement de l'agriculture, probablement la question du digital, elle se pose aussi. Comment utiliser le digital pour faire du financement de l'agriculture ou pour financer des jeunes entrepreneurs, etc., etc. Donc là, le digital, et c'est l'un des éléments aussi de réflexion et a priori de décision que l'on a arrêté, c'est d'en faire une dimension transversale à l'ensemble de nos programmes thématiques. Donc oui, effectivement, on y va à fond. Et on le rappelle, Ada a un bureau à Ouagadougou consacré au digital. Effectivement. Alors, messieurs et dames, quelles sont les perspectives? Comment voyez-vous les IMF demain et après-demain? Quel regard? On s'achemine vers la fin. C'est un regard, on est obligé à être flexible parce que les informations qu'on a aujourd'hui ne sont pas encore complètes. On ne peut pas malheureusement se dire, bon, la COVID-19, c'est fini, on revient à la normale. Ça, malheureusement, on n'est pas encore, on ne peut pas encore se mettre dans ces cas de figure. Et donc, ce qu'on voit comme perspective, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos partenaires. Donc, on vous invite à poster le plus de commentaires et d'informations possibles. C'est coordonner avec les autres acteurs de manière à pouvoir vraiment agir de la manière la plus pertinente possible et constamment avoir un contact, une proximité, même si c'est à distance, avec tous les acteurs du terrain pour pouvoir adapter nos interventions. Aujourd'hui, les perspectives sont d'aller vers des thématiques, comme on vient de l'évoquer, évidemment les digitales et même de manière transversale, suivre le souhait de nos partenaires pour pouvoir encore plus intervenir au milieu agricole, maintenir certains projets qu'on avait déjà commencé sur les parties PME et jeunes entrepreneurs,
Et c'est vraiment de pouvoir aussi s'adresser à certaines nouvelles thématiques qui concernent la résilience vis-à-vis du changement climatique. Une question qui nous vient depuis la République démocratique du Congo, hein. Il dit à quand la présence de ADA dans cette partie de l'Afrique centrale? Mais nous, on aimerait bien avoir un bureau dans chaque pays d'Afrique, hein. Ça, ce serait très bien. Mais blague à part, ADA a des moyens limités, évidemment. Nos pays d'intervention sont strictement liés aux pays d'intervention du gouvernement luxembourgeois déjà, et stratégiquement, on vise à intervenir dans les pays moins avancés. Ça, c'est notre stratégie au niveau géographique. Après, il y a des programmes qui sont aussi auxquels on peut accéder des pays qui ne sont pas directement liés à la coopération, mais on intervient surtout en Afrique de l'Ouest aujourd'hui et en Tunisie, avec une priorité qui est souvent la même de celle du gouvernement luxembourgeois. Une question donc, qui encore un peu de temps pour, oui. Pour la RDC. Comment une IMF peut-elle devenir partenaire de ADA? Alors, il y a plusieurs solutions. L'une des solutions est de guetter sur notre site lorsque l'on lance des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à proposition pour certains de nos programmes. Comme on le disait, hein, nous, ce que l'on privilégie, c'est certains pays. À l'intérieur de ces pays, certains types d'institutions de microfinance, donc plutôt des institutions, ce que l'on appelle dans notre jargon tier 2, tier 3, donc pas nécessairement les plus grosses, mais plutôt les moyennes et les petites, et celles qui ont des missions sociales clairement affirmées et qui vérifient dont on peut vérifier que cette mission sociale se traduit dans les faits et dans les résultats. Donc, à partir de là, il y a la possibilité de nous contacter pour pouvoir bénéficier de certains appuis. Et on sait aussi que l'avantage de ADA, c'est d'intervenir de différentes façons. Et il y a notamment de nombreux programmes de formation que l'on met en place, même si ce ne sont pas des appuis qui s'effectuent dans la durée. La possibilité déjà de participer à l'une ou l'autre des formations que l'on organise peut être un premier moyen d'entrer en contact avec nos équipes. On s'achemine vers la fin de cette discussion. Beaucoup de réactions, nous n'avons pas pu tous les lire, mais ces réactions seront inscrites sur le site d'ADA, ada-microfinance.org, et Laura et Christian continueront de vous répondre via le site. Messieurs et dames, un dernier mot pour clore cette discussion, Christian? Mais écoutez, je voudrais remercier tous les participants. C'est une étape nouvelle et un mode de fonctionnement un petit peu nouveau pour nous que de pouvoir être en dialogue avec autant d'acteurs en même temps et de pouvoir mettre en œuvre un moyen de collecter des informations, des réactions sur leur situation, sur l'évolution des besoins des institutions de microfinance. On sait, comme je disais, qu'on va avoir besoin de continuer ce travail de collecte d'informations et de compréhension du secteur et de pouvoir ensuite construire des projets et des réponses qui soient adaptées. Laura, on me demande déjà à quand la prochaine discussion. Ah, ça, c'est un très bon résultat parce que, comme je disais tout au début, ce midi était une sorte de pilote. C'était un expériment à faire. Donc, ça sera bientôt. Moi, je voulais remercier tous les 250 et plus participants. On est vraiment ravis de pouvoir avoir discuté avec Nous sommes à près de 500.
Ah voilà, Ah, voilà. j'ai eu l'information, mais oui, c'est vraiment, on est vraiment ravis de pouvoir avoir testé ce nouveau format et pouvoir dialoguer avec vous. Je pense que bientôt, on va y avoir une autre édition du Midi. Merci beaucoup à tous et merci à l'équipe. Merci à vous, Paul, et merci à l'équipe d'EADA qui a pu, derrière les coulisses, pouvoir organiser tout ça. Peut-être pour dire juste un mot, à moins que vous alliez le faire vous-même, Paul, un mot sur un nouveau webinaire qui va être organisé avec l'appui de ADA et d'un de nos partenaires, en l'occurrence UNCDF. Est-ce que vous allez en dire un mot? C'est le 29 juin Voilà. 2020. Qui sera une nouvelle occasion d'échanger avec les acteurs de la microfinance ouest africaine et auquel on ne peut que convier tous les participants avec pour intitulé Microfinance et Covid-19 dans l'espace UEMOA, la voie des professionnels des systèmes financiers décentralisés. Le rendez-vous est pris, Christian, c'est le 29 juin 2020 à partir de 14h. Merci. Merci à tous. Vous avez été très nombreux à participer à cette discussion. Nous remercions également le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois et tous les partenaires de ADA. Au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.